Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français en direct de Beijing. Nous ouvrons tout de suite ce journal en Afrique du Sud où le président chinois Xi Jinping doit assister au sommet de coopération Chine-Afrique. Celui-ci commence aujourd'hui à Johannesburg. Le président chinois a déjà rencontré ses homologues du Togo, de Guinée, de Djibouti, du Ghana, de l'Angola, du Mali, du Gabon, du Mozambique et du Kenya. Le président chinois Xi Jinping a promis au président togolais Faure Singbe de promouvoir un nouveau type de relation bilatérale avec le Togo. Il a déclaré que la Chine encouragera et soutiendra les entreprises chinoises à investir et développer leurs affaires dans le pays. Il a par ailleurs indiqué que la Chine aidera le Togo à atteindre la sécurité alimentaire à travers une coopération dans différents domaines. Xi Jinping a également rencontré le président guinéen Alpha Condé. Le président chinois a promis d'aider les pays d'Afrique de l'Ouest qui ont souffert de l'épidémie d'Ebola à renforcer leur système de santé publique. Il a par ailleurs ajouté que la Chine encouragera et soutient les entreprises à participer à la construction industrielle de la Guinée et à investir dans la production agricole et dans les secteurs de fabrication du pays. Le président chinois a également rencontré son homologue djiboutien Ismaïl Omar Guelleh. Xi Jinping a déclaré que la Chine accueillait activement la participation de Djibouti au sein de l'initiative proposée par Beijing de la route de la soie maritime du XXIe siècle. Il a par ailleurs rappelé que la Chine se tenait prête pour promouvoir une coopération pragmatique avec Djibouti dans de nombreux domaines. Lors de son entrevue avec son homologue ghanéen John Dramani Mahama, Xi Jinping a déclaré que les deux pays devaient s'efforcer d'atteindre une confiance mutuelle stratégique plus approfondie afin de garantir une coopération bénéficiant aux deux pays. Le président chinois a déclaré que la Chine encouragera plus d'entreprises chinoises à investir au Ghana et à participer à l'effort de construction des infrastructures du pays. Le président chinois s'est également entretenu avec son homologue angolais Eduardo dos Santos. Xi Jinping a appelé à un nouvel élan dans la coopération gagnant-gagnant. Il a indiqué que cela nécessitera de renforcer l'orientation politique et de maintenir à un haut niveau leurs échanges bilatéraux actuels. Lors de sa rencontre avec son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta, Xi Jinping a promis d'approfondir la coopération et la coordination avec le Mali dans toutes ses affaires internationales. Le président chinois a par ailleurs déclaré que la Chine participera activement à l'opération de maintien de la paix dans le pays. Il a enfin appelé à renforcer les échanges amicaux et la coopération pragmatique entre les deux peuples. Le président chinois s'est également entretenu avec son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba. Le président chinois a rappelé qu'Ali Bongo et son père, l'ancien président Omar Bongo Ondimba, étaient tous deux de très vieux amis du peuple chinois. Xi Jinping a par ailleurs rappelé que la Chine supportait la coopération avec le Gabon afin d'améliorer sa capacité de production, son agriculture et ses nouvelles énergies. Le président chinois a rappelé que la Chine encouragera les entreprises chinoises à prendre toute la part à la construction des infrastructures du Gabon et au développement de ses ressources énergétiques. Lors de sa rencontre avec son homologue du Mozambique, Filipe Nyusi, le président chinois a déclaré que les deux pays chérissaient ensemble leur traditionnelle amitié. Xi Jinping a appelé les deux pays à être de bons amis, de bons partenaires et de bons frères. Le président Xi a par ailleurs déclaré que la Chine et le Mozambique devaient également accélérer leurs échanges et leur coopération dans les domaines de l'éducation, de la culture et du tourisme. Le président chinois a plaidé en faveur du maintien d'une étroite coordination afin de sauvegarder les intérêts communs des pays en développement. Enfin, le président chinois Xi Jinping s'est entretenu avec son homologue kényan Uhuru Kenyatta. Xi Jinping a déclaré que la Chine se tenait prête à travailler avec le Kenya pour approfondir leur coopération dans de nombreux domaines, pour amener les relations bilatérales à un plus haut niveau. Le président chinois a appelé à améliorer les échanges et la coordination pour résoudre les problèmes majeurs régionaux et internationaux, et notamment la question du changement climatique. Xi Jinping a exprimé son souhait de voir la Chine jouer un plus grand rôle dans le maintien de la paix et de la stabilité régionale. Le président chinois Xi Jinping a déclaré que la Chine se tient prête à travailler avec l'Afrique pour exploiter les avantages uniques de leur partenariat, tout en améliorant la coopération bilatérale au profit des deux peuples. Lors d'un banquet de bienvenue, le dirigeant chinois a expliqué que des expériences communes et une aspiration partagée pour le développement commun ont créé une affinité naturelle entre les Chinois et les Africains. Il a répété qu'il appartient aux deux parties de maintenir et d'approfondir leur amitié de longue date. Il a souligné que
les populations chinoises et africaines cherchent à réaliser leurs rêves respectifs et que de part et d'autre, les stratégies de développement sont très compatibles. Xi Jinping a ajouté que les deux parties possèdent les besoins et les ressources pour étendre la coopération pour un développement commun. Quant au président sud-africain Jacob Zuma, il s'est également exprimé lors de l'événement. Il a exhorté les dirigeants présents à réaliser des efforts concertés dans l'objectif de consolider la fondation permettant une meilleure future coopération sino-africaine. Les dirigeants africains et chinois se préparent à la rencontre prévue ce vendredi et les ministres sont toujours en phase de négociation. Le ministre sud-africain des Relations internationales a salué le rôle de la Chine dans le développement de l'Afrique. Une réunion entre ministres africains et chinois. Ils sont principalement ici pour partager leurs expertises, leur expérience et décider des meilleurs moyens d'aider les régions respectives et d'essayer d'améliorer la vie du peuple. Donner un emploi aux personnes ordinaires de la rue, il s'agit également d'une occasion, car nous avons investi dans notre pays. Nous aurons également la possibilité de commencer à récolter les capitaux et la récolte possède également des effets secondaires sur l'économie. Il s'agit donc d'un investissement dans notre économie. Par l'intermédiaire de cet engagement, les ministres espèrent renforcer leur coopération. Ils pensent que cela aidera l'Afrique à tracer sa voie du développement. Les principaux défis du continent sont la pauvreté, l'inégalité et le sous-développement. Nous souhaitons dire à nos amis, les Chinois, que vous avez choisi un bon ami en nous. Nous sommes un continent en mouvement, vous êtes là au bon moment, au moment où l'Afrique se développe. Plus de 60% des Africains ont en dessous de 35 ans. Un investissement avec nous est un investissement pour le futur. Le ministre Mashaban a déclaré que la coopération Chine-Afrique aidera le développement de nos frères africains et assurera un monde plus juste, plus sécurisé et plus complet. Nous voulons nous assurer que les pays en voie de développement, en particulier les pays africains, profiteront des droits de développement et de prospérité. Les ministres tracent la voie pour le sommet des dirigeants vendredi et leurs engagements continueront au-delà du sommet du Forum de coopération Chine-Afrique du Sud. Le sommet a été précédé par la signature de pléthore de contrats d'une valeur totale de 6,5 milliards de dollars signés par le président sud-africain Jacob Zuma et son homologue chinois Xi Jinping. La Chine s'est engagée à développer le continent car les économies africaines essaient de se sortir de leur dépendance aux ressources naturelles. Les ressources resteront une partie importante de l'enjeu, mais elles deviendront relativement moins importantes au fil du temps, car la Chine souhaite devenir une économie moins consommatrice de ressources. Son économie s'orientera vers un modèle de croissance intérieure. Il s'agit d'un changement mutuellement bénéfique à la Chine et à l'Afrique, car la classe moyenne chinoise est en augmentation et les politiques s'orientent vers une économie de consommation. Certaines entreprises sont intéressées dans l'huile de palme, d'autres ont investi dans le caoutchouc. Il y a également une demande du cuir fini, du cuir brut et du cuir semi-traité d'Afrique vers la Chine. Les industries de développement primaire et le secteur de l'agriculture en particulier ont été identifiés comme secteurs qui aideront l'Afrique à combattre les défis du chômage et de la pauvreté. Actuellement, les gens sont pauvres car ils n'ont pas d'emploi. Si vous voulez créer de l'emploi, il faut développer ces secteurs qui sont compétitifs. Les politiques gouvernementales sont cruciales pour que le continent puisse créer et développer les nouvelles industries et profiter de cette occasion. Si les gouvernements africains réussissent à établir ces petits systèmes de protectionnisme ou ces mesures commerciales, comme disent certains, alors la voie est tracée. Mais les forces du marché ne sont pas propices à cette réalisation. C'est le gouvernement qui doit prendre l'initiative et investir de façon considérable dans les infrastructures et la formation des ressources humaines. La Chine et l'Afrique ont atteint un consensus de renforcement des relations et font de grandes avancées. Le 15e sommet du Forum de coopération Chine-Afrique a discuté des manières de réaliser ces projets et de faire profiter les investissements, l'augmentation du développement et la résolution du problème de pauvreté à l'Afrique et à la Chine.
Le sommet de cette année marque le 15e anniversaire de l'établissement du Forum sur la coopération sino-africaine. C'est également la première fois que ce sommet est organisé en Afrique. Des représentants africains en Chine se rappellent des progrès effectués dans le passé. Ils affirment qu'ils s'attendent à ce que le sommet de cette année crée une plateforme pour favoriser plus de coopération dans l'avenir. 15 années se sont écoulées. Les Africains disent que leur collaboration avec la Chine a donné de grands résultats. Et ils en attendent encore plus durant ce sommet. Vous savez, le bilan est très facile à faire. Il suffit de voir les grands agrégats. Entre 2000 et 2015, en 15 années, le nombre de projets, le montant des investissements, le nombre de cadres africains qui ont été formés en Chine, le nombre d'opérateurs économiques, mais aussi dans le domaine de la santé qui opèrent en Afrique. Je crois que le bilan est largement positif. L'ambassadeur estime que plusieurs autres secteurs pourraient bénéficier de plus de collaboration. Indéniablement dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des pêches, dans le domaine de l'environnement. C'est une question globale importante. La Chine est largement impliquée dans ce domaine. On le voit tous les jours en Chine. Nous sommes à la veille de la grande conférence, la COP21 à Paris, et le Maroc a un rôle particulier puisque c'est lui qui va accueillir la COP22. Les ambassadeurs africains disent attendre beaucoup de ce sommet, le premier à être organisé en Afrique. D'abord, c'est un sentiment de fierté en tant qu'Africain, que ce soit un de nos pays qui reçoive cela, ce sommet. En témoigne la présence déjà signalée de plus de 40 chefs d'État qui seront donc présents. On s'est dit tout l'intérêt que suscite aujourd'hui ce sommet. La délégation ivoirienne sera conduite par le président de la République, avec le ministre d'État et le ministre de l'Intégration africaine. Nos attentes sont énormes. Nos attentes sont énormes par rapport à ce sommet parce que je vous disais tout à l'heure que le président Ouattara a entamé son deuxième mandat. La Côte d'Ivoire est le seul pays du genre sur le continent africain. Plusieurs autres espèrent développer leur économie et améliorer la qualité de vie de leurs citoyens en coopérant davantage avec la deuxième économie du monde. International toujours, le président russe Vladimir Poutine a lancé un appel pour former un front international contre l'extrémisme. Monsieur Poutine a formulé cette déclaration mardi dernier lors de son discours à la nation. Le président russe a également appelé à mettre fin au double standard sur le terrorisme et d'arrêter de soutenir les groupes extrémistes. Par ailleurs, le président russe a déclaré que la Turquie allait regretter d'avoir abattu la semaine dernière un avion de guerre russe près de la frontière entre la Syrie et la Turquie. Il a également déclaré que la Russie était au courant du soutien de la Turquie apporté aux terroristes islamistes. Vladimir Poutine a prévenu que la Russie allait adopter des sanctions supplémentaires contre la Turquie. La Russie a déjà interdit l'importation de certains produits turcs en réponse à l'avion abattu et d'autres sanctions sont également sur le point d'être adoptées. Le Royaume-Uni a lancé son premier raid aérien contre l'État islamique en Syrie quelques heures seulement après le feu vert du Parlement. 4 tornados basés à Chypre ont mené des frappes sur 6 cibles dans un champ pétrolifère de l'est de la Syrie, dans le but de couper une source de revenus de l'organisation terroriste. L'attaque est intervenue après l'approbation par la Chambre des communes de la proposition du gouvernement à 397 voix contre 223. Le vote est venu sanctionner un intense débat de 10 heures. La Grande-Bretagne rejoint ainsi la coalition des forces alliées en réponse aux attentats de Paris du mois dernier. Le président américain Barack Obama et son homologue français François Hollande ont tous les deux salué cette initiative. Le Premier ministre britannique avait décrit ces frappes en Syrie comme une nécessité pour protéger le peuple britannique, même si des critiques craignent qu'une telle intervention ne fasse qu'augmenter les risques d'attentats contre le Royaume. Faisons maintenant un point sur la fusillade qui s'est produite dans l'État de Californie, aux États-Unis. Une attaque au centre de services sociaux de San Bernardino a fait 14 victimes et 17 blessés. La police a confirmé avoir abattu les 2 suspects lors des échanges de tirs qui ont suivi.
Le premier homme identifié est Zied Rizwan Farouk. Il est âgé de 28 ans. On m'a dit qu'il était né sur le sol américain. La personne qui était avec lui était une femme, elle aussi décédée. Son nom est Tsefin Malik. Elle a 27 ans. Je n'ai pas d'informations supplémentaires sur son lieu d'origine. Le chef de la police a indiqué que Farouk et Malik semblaient être les deux seuls tireurs impliqués. Il a déclaré que les deux étaient peut-être mariés ou du moins en couple. Farouk était employé du comté et participait à une fête de vacances au centre régional d'Inland avant d'ouvrir le feu lors de la célébration. La police travaille sur de multiples scènes de crime pour cette enquête, dont une maison dans le voisinage des Redlands, qui serait connectée aux assaillants. La motivation de l'attaque demeure inconnue, mais la police n'a pas exclu la possibilité d'une attaque terroriste. Nous passons maintenant à la conférence sur le changement climatique. La coprésidente du groupe de travail des Nations Unies sur le changement climatique a réitéré l'importance de maintenir de basses températures au niveau mondial. Elle a également souligné les conséquences d'un réchauffement climatique. L'objectif de 2 degrés est un choix politique qui n'a jamais été suggéré par les scientifiques. Le dernier rapport indique clairement que l'amplitude du réchauffement provoquera, en fonction de sa magnitude, un risque d'impact grave et parfois irréversible. Des impacts qui pourraient être au-delà de nos capacités d'adaptation. Entre 1,5 et 2 degrés, il existe, je dirais, 2 exemples de conséquences à long terme. L'une concerne les récifs coralliens, en tant qu'écosystème particulièrement vulnérable. L'autre est relative au risque à long terme de déstabilisation de la calotte glaciaire et de la montée du niveau de la mer. Les négociateurs travaillent sur un projet mis à mal par des questions récurrentes qui nécessitent une solution. Le principal défi est financier, puisque les nations en développement doivent trouver plusieurs milliards de dollars leur permettant de ne plus recourir aux énergies fossiles tout en s'adaptant aux conséquences du changement climatique. Un accord décroché à Paris serait sans nul doute une avancée historique dans la volonté des pays pauvres et riches de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Le secteur des transports est celui qui représente dans le monde la plus grande part des émissions de CO2. En marge de la conférence sur le climat à Paris, les experts du secteur se sont fixés comme objectif d'avoir au moins 20% de véhicules électriques à l'horizon 2030. Les équipes présentes à la conférence sur le climat à Paris s'activent toutes dans les séries de négociations cruciales. Pendant ce temps-là, en marge de la conférence, les experts industriels discutaient jeudi du secteur des transports. Les transports sont les plus grands émetteurs de CO2 de l'ensemble du secteur industriel. Ainsi, les représentants du secteur industriel ont initié toute une série d'initiatives afin de réduire les émissions. L'objectif qui a été fixé à horizon 2030 est d'avoir au moins 20% de l'ensemble du parc de véhicules fonctionnant en l'énergie électrique. L'alliance Renault-Nissan, qui représente à elle seule près de la moitié des véhicules électriques dans le monde, a déclaré que la demande des consommateurs pour les véhicules à zéro émission de particules était en forte augmentation. Nous observons que le taux de satisfaction des personnes qui sont entièrement passées aux véhicules électriques est très élevé. Et la majorité d'entre eux déclarent même qu'ils ne reviendront pas vers leur ancien modèle de véhicule. Il s'agit donc d'une base très solide pour accompagner la croissance de ce marché. Je pense réellement que le changement est en train de s'opérer, mais nous devons aller encore plus vite. En Chine, les ventes de véhicules électriques ont triplé au cours de la première moitié de l'année, plaçant ainsi la Chine sur la voie de devenir le plus grand marché mondial des véhicules électriques. Le président directeur général du constructeur de véhicules électriques, BYD, rappelle qu'il est évident que la Chine occupe ce rang. Nous savons tous que ce sont les émissions des véhicules qui participent le plus à la pollution de l'air des villes. La réduction des émissions des voitures est donc un moyen très efficace pour lutter contre la pollution. La réduction des émissions de CO2 n'est parfois pas très compréhensible pour le grand public. Mais lorsque l'on parle d'améliorer la qualité de l'air, je pense que cela parle à chaque citoyen, qui n'hésitera plus alors à encourager cette cause. Environnement toujours, le nord-est de la Chine compte en grande partie sur le chauffage au charbon pour combattre le froid de l'hiver. Au début du mois de novembre, alors que les maisons commençaient à utiliser du chauffage, la qualité de l'air a atteint des niveaux extrêmement dangereux à Shenyang, la capitale de la province du Liaoning. Certains cherchent une alternative à un système qui existe depuis plus de 50 ans.
Avec l'hiver qui est déjà bien installé, les habitants du nord-est de la Chine rentrent dans leur maison bien chaude après une longue journée de travail. Ce niveau de confort est possible grâce à un système de chauffage au charbon. Mais cela veut aussi dire qu'il faut inhaler de l'air toxique lorsqu'on se trouve à l'extérieur. Chaque année pendant l'hiver, les gens du nord-est du pays utilisent leur système de chauffage alimenté au charbon. Les villes sont souvent complètement enveloppées par le smog. Mais existe-t-il une alternative au charbon? Et si c'est le cas, est-ce que cela est viable économiquement? Voici un immeuble résidentiel typique dans le nord-est de la Chine. La chaleur provient d'une chaudière alimentée au charbon. Plus la maison est chaude, plus il y a de particules polluantes dans l'air. L'utilisation de l'électricité est une solution. Un groupe d'écologistes à Shenyang a remplacé la vieille chaudière à cette station. L'investissement initial qui ne compte pas les coûts d'entretien, l'usure et le remplacement de l'équipement s'élève à environ 200 yuan par mètre carré par ménage. Un mois après le début du projet, les données montrent que la qualité de l'air de la zone s'est améliorée de façon importante. Même si 200 yuan ou 31 $ américains ne semblent pas être une grosse somme, essayez de multiplier par 270 millions de mètres carrés le total de la superficie occupée par les ménages de Shenyang. Si on remplace le charbon par l'électricité, les gens vont devoir payer 2 fois plus cher qu'à l'heure actuelle. Et la plupart des gens ne peuvent pas se le permettre. Wang Qinglin est conseiller provincial et a soumis plusieurs propositions en lien avec ce projet. Les factures d'électricité des stations de chauffage rendent plus difficile la promotion du projet. Si un prix préférentiel pour l'électricité peut être accordé par les autorités au niveau national, le projet sera beaucoup plus intéressant. Pour une région comme le Nord-Est dont l'économie traverse une période difficile, la question reste de savoir comment les gens peuvent se garder au chaud sans avoir à vivre en permanence dans un épais brouillard toxique. Justice pour terminer. En Afrique du Sud, la famille d'Oscar Pistorius a qualifié le dernier verdict de sévère. La Cour d'appel suprême vient en effet de transformer la condamnation de l'ancien athlète pour homicide involontaire en condamnation pour assassinat dans l'affaire du meurtre de sa compagne Riva Steenkamp en février 2013. Monsieur Pistorius attend maintenant que sa peine soit prononcée. C'est maintenant officiel, Oscar Pistorius va faire son retour en prison. Un verdict qui a été critiqué par les experts judiciaires et par la plupart des Sud-Africains. Brilliant judgment by the full bench, a unanimous decision delivered by Justice Leach. Un jugement unanime de la part de l'ensemble de la Cour en faveur de l'État concernant les premières et secondes questions juridiques qui sont l'application incorrecte de l'intention délictueuse et le manquement à prendre en considération toutes les preuves, spécialement celles fournies par le capitaine Mac Mangena. Le tout ayant permis d'aboutir aux 5 ans de prison initialement prononcés. Pistorius est actuellement en résidence surveillée après avoir passé 1 an en prison, mais pas pour longtemps. La condamnation devrait être prononcée plus tôt que prévu, même si la Cour va suspendre son activité durant la période de décembre. Il pourrait se réunir à nouveau pour une session spéciale durant la suspension d'activité. La Cour suspend en effet son activité entre le 15 décembre et le 20 janvier. Mais elle peut appeler une séance spéciale pour une audience de cette affaire et pour en finir une bonne fois pour toutes. Alors que la condamnation minimum pour meurtre en Afrique du Sud est de 15 ans, les juges peuvent moduler la peine. Si la liberté conditionnelle lui est accordée, il purgera seulement la moitié de sa peine et sera donc libéré dans 7 ans et demi. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous dans quelques minutes pour Afrique Info. A tout de suite sur CCTV Français.